le clou de ce grand live, c'est avec Danny Singoma. Bonsoir, Monsieur Singoma. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur national du cadre de concertation de la société civile. Il vous reste combien de mois pour la fin de votre mandat à la tête de cette méga structure? Nous sommes à la dernière ligne, donc dans une dizaine de jours. Il n'y aura pas de glissement, ni de glissade? Pas du tout. Vous êtes prêt à rempiler ou vous allez rentrer bonnement dans votre structure d'avant? Nous sommes des gardiens de la valeur dans la société civile et nous avons combattu pour la légalité et pour le respect des principes. Et je pense que c'est les combats que nous continuons à mener au sein de la société civile pour que la société civile soit l'exemple. Et nous allons les montrer tout à l'heure. Avant justement de parler des réformes électorales dont on réclame le consensus, et par catholiques et par protestants, et également l'opposition politique au sein du FCC et alliés, dites-nous concrètement, on annonce cette réunion de Nairobi. Apparemment, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, l'essor du M23 au cœur des discussions. Ça vous fait rire, ça vous énerve. Déjà, Kapiamba avec Akage a tweeté, demandant au président de ne pas accepter l'intégration de ces délinquants au sein de l'armée royaliste, comme il avait demandé aussi à Kagame de pouvoir intégrer d'abord le FDLR au sein de l'armée de son pays. Votre réaction la plus rapide? Bon, au niveau du cadre de concertation nationale de la société civile, donc en tant que cadre de concertation, d'abord, nous devons analyser comment les autres acteurs se comportent par rapport à cette question et quels sont leurs avis. Et vous venez d'en donner quelques-uns. Et même, il y a des avis aussi que nous récoltons au niveau de nos collègues du Sud Kivu, du Nord Kivu d'ailleurs. Mais nous devons savoir d'abord que nous sommes partie prenante et soutenons le PDDRC, donc le programme de désarmement et de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, qui est un programme lancé par le président de la République et dont le comité de pilotage vient de se tenir récemment pour adopter la stratégie nationale de ce programme. Et ce programme... Il n'y a pas le volet réinsertion. Il n'y a pas réinsertion, mais il y a les relèvements communautaires et la stabilisation. Ça signifie quoi, relèvement communautaire? Ce programme prévoit que les groupes, les membres des groupes armés, donc les anciens combattants, ne soient pas réinsérés dans l'armée, mais soient réinsérés dans la communauté. Donc, le relèvement communautaire veut que la communauté soit dans des capacités à pouvoir accueillir les anciens combattants. Donc, il n'est pas question de retourner ces anciens combattants dans les armées. Maintenant, la question du M23, elle peut être différente parce que le M23 a vécu avant le début de cela, mais doit rentrer dans le processus actuel. Et tous sommes d'accord qu'il ne faut pas les remettre dans l'armée, parce que les remettre dans l'armée, nous connaissons les échecs de cette réintégration dans l'armée, mais il faut qu'ils retournent dans la communauté. Alors à cela, il y a des conditions, il y a des préalables. Nous devons identifier le nombre de ces combattants de M23. Ils sont combien? Nous avons nos chiffres et les autres ont leurs chiffres. Il faut que les chiffres soient d'abord consensuels. Vous avez les chiffres? Oui, lesquels pareil? Quelles sont les statistiques que vous avez? Pour le moment, je ne peux pas me prononcer sur cette question. Mais c'est extrêmement important. Je sais tout simplement qu'il y a dissension. Le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais ne s'accordent pas sur les chiffres de ces M23. Donc, il nous faut avoir une table de discussion, connaître qui sont. Il faut les identifier, comprendre qui sont-ils. Nous devons identifier les communautés desquelles sont ici ces M23. Parce que les M23 ne sont pas seulement d'une seule communauté linguistique du Congo, une communauté tribale. Ils disent qu'ils sont aussi de plusieurs communautés nationales congolaises. Et il faut qu'on identifie leur communauté d'origine afin de les retourner dans leur communauté par le processus du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Et là sera la solution. Mais s'il y a d'autres solutions qui veulent être envisagées, nous pensons qu'il nous faut tous nous réunir autour d'une table pour trouver une solution consensuelle autour de cette question. Et puis en plus de cela, il ne faut pas que les questions diplomatiques, économiques et sécuritaires entre le Congo et le Rwanda soient résolues à travers les problèmes de M23. Parce qu'on veut nous ramener toujours à ces problèmes de M23 pour régler d'autres problèmes qui ne sont pas ceux-là. Et nous pensons que si on les retourne dans ces mécanismes de PDRC, ça ne serait que justice.
Est-ce que vous, la société civile, parce que tout à l'heure vous parliez des chiffres, de ces fameux combattants M23, tout le monde connaît qui sont-ils réellement, est-ce que vous êtes informés que réellement il y a une grotte à Jombo, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, c'est Jombo, Djomba. Justement, cette grotte renferme, à Rutshuru, renferme beaucoup d'éléments, soi-disant M23, des Rwandais qui traversent et qui sont là-bas comme dans une sorte de refuge, avec armes et autres, ils sortent, ils déstabilisent et tout ça. Est-ce que la société civile est bien informée sur ça? Oui, il y a vraiment cette question comporte beaucoup de confusion, sur laquelle il ne faut pas que nous puissions y tomber vraiment, parce que assimiler directement les M23 au Rwanda, ça c'est une autre question. Mais nous parlons de M23, comme M23 comme on les connaît. D'où nous disons, en tant que société civile, il faut identifier qui sont réellement les combattants du M23, identifier leur milieu d'origine et leur communauté au sein de la République démocratique du Congo. Quand on les aura identifiés, il faut les réintégrer dans ces communautés. À ce moment-là, nous saurons qui sont congolais et qui ne sont pas congolais. Mais la question de les réintégrer directement dans l'armée, pour nous, la société civile, nous pensons que ce n'est pas vraiment opportun. Il ne faut pas les réintégrer dans l'armée parce que le brassage dans l'armée a connu des problèmes. Et pourquoi ils ne veulent pas retourner dans les communautés desquelles ils sont ici? Parce que ce programme de DDRC veut effectivement contribuer à la réinsertion, au dialogue, à la réconciliation de la communauté entre les anciens combattants et les communautés desquelles ils sont ici. Alors, selon la société civile et surtout le cas de concertation, qui est en train de faire pression sur Kinshasa pour que ces délinquants leurs revendications soient prises en compte? Les multinationales et les réseaux qui les utilisent jusqu'à mener armes et argent auprès de ces jeunes recrutés, c'est qui exactement? Bon, pour le moment, nous sommes aussi en train d'identifier effectivement la source de cette pression, si pression il y a, et parce que nous n'avons pas compris comment dans ces derniers jours, d'un coup, le M23 est sorti avec un arsenal extraordinaire, a conquis des territoires, et puis d'un coup, est retourné, comme par effet de baguette magique, délaissant les territoires qu'il avait occupés. Donc pour nous, il nous faut effectivement identifier. Nous savons qu'il y a beaucoup de courants qui peuvent être des pays étrangers ou des multinationales, mais nous ne sommes que dans des jugements comme ça qui ne sont pas réellement concoctés par des faits ou disons étayés par des éléments plus scientifiques que nous sommes en train de rechercher, et nos collègues qui sont au niveau du Sud Kivu, au niveau du Nord Kivu et d'autres parties sont en train de travailler effectivement sur cette question, et je pense que dans quelques jours nous aurons un document réel de la société civile qui démontre qui sont effectivement les M23, et nous sommes en train d'y travailler parce que la société civile est impliquée dans les mécanismes de PDRC. Nous sommes là-dedans et nous voulons à tout prix que tous les anciens combattants puissent retourner dans leur communauté et non pas dans l'armée, et ça, nous le répétons encore, et la société civile se battra pour cela. Est-ce que vous voyez le président Félix Tshisekedi donner suite à même à une seule revendication de ce fameux mouvement à travers leurs défenseurs à Nairobi? Bon, les raisons d'État peuvent être plus fortes que ce que nous pensons. Nous n'entrons pas dans cette polémique, mais nous savons tout simplement que nous nous reposons sur le programme PDRC qui a été lancé par le président de la République et dont le comité de pilotage vient de se tenir récemment. Et au cours de ce comité de pilotage, le plan stratégique national a été validé, et ce plan stratégique veut que notre pays, sa stratégie soit celle de réintégrer les anciens combattants dans la communauté et non dans l'armée. Et toute la communauté internationale qui accompagne aussi le gouvernement dans ce processus insiste sur ces faits. Maintenant, s'il y a d'autres raisons d'État, ça, nous devons les discuter aussi. C'est le rôle aussi du cadre de concertation. Mais nous allons insister encore davantage pour connaître encore le nombre réel des effectifs du M23, parce que ne pas connaître ces nombres pose encore problème, parce que nous ne savons pas qui est qui, et l'identification doit continuer pour les connaître davantage. Mais pour la société civile, notre combat, notre position est claire. On ne peut pas les remettre dans l'armée, on les remet dans les communautés desquelles ils sont ici. Certaines voix s'élèvent pour boucler justement ce premier sujet avec vous. Certaines voix dans le Grand Kivu s'élèvent pour réclamer l'état d'urgence sécuritaire
et qu'on puisse se passer de l'état des sièges. Autre préoccupation, vous avez suivi l'engagement de 2 chefs d'état-major de 2 armées, l'armée ougandaise et l'armée congolaise, pour pouvoir continuer davantage, intensifier leurs opérations contre les ADF. Quelle a été votre réaction rapidement? Bon, nous ne pouvons pas contredire nos collègues s'ils prennent cette position. Nous savons les souffrances qu'ils vivent. Nous savons aussi que l'état des sièges produit aussi ces souffrances. Et nous savons que le gouvernement est vraiment engagé pour restaurer la paix dans cette partie. Nous savons aussi qu'il y a eu d'autres opérations comme Artemis et autres choses, mais qui n'étaient pas sous ni état de siège ni état d'urgence. Donc je pense que nos autorités sont mieux outillées par rapport à cette question et qu'ils y réfléchissent. Et je pense qu'ils peuvent nous donner des solutions adéquates. Mais nous voulons que toutes solutions soient des solutions négociées, que ce soit des solutions auxquelles la société civile participe. Parce que souvent, nous sommes pris de court simplement en voyant qu'une solution a été prise et nous sommes obligés d'accompagner cette solution. Mais nous voulons qu'il y ait des concertations préalables parce que nous représentons quand même les voix des populations, les craintes de la population, les attentes de la population. Et c'est mieux d'évaluer ensemble le processus actuel, à quel niveau il est. Je sais que le Premier ministre a fait une tournée d'évaluation et on lui a donné plusieurs propositions. Mais nous voulons qu'il y ait quand même une table de négociation plus formelle autour de laquelle nous puissions effectivement parler de cette question, évaluer les avancées, les points de blocage et pourquoi on n'arrive pas au résultat vraiment escompté. Mais nous savons que déjà, avec les forces ougandaises, cette alliance a permis d'avoir certaines avancées sur le terrain, mais ne sommes pas arrivés au bout. Ce que nous voulons est que cette situation se termine le plus rapidement possible pour que aussi les élections se tiennent dans de bonnes conditions dans ces lieux. La société civile a toujours réclamé que ces lieux ne soient pas exclus des élections. Nous avons connu la fois passée, la région de Beni n'a pas connu les élections au même moment que tous les autres. Nous ne voulons pas que cette situation se répète. Nous sommes solidaires avec tout le monde, mais nous voulons à tout prix que vraiment que toute la communauté nationale appuie nos forces armées pour qu'une fois pour toutes, elle puisse mettre fin à cet état des choses dans ces provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, où vraiment la paix, il y a longtemps qu'ils ont connu la paix. Et vraiment, c'est une question de cœur. Et nous lançons ces cris encore et nous sommes solidaires avec tout le monde, mais aussi nous soutenons les efforts du gouvernement, mais voulons qu'il y ait une table de négociation et de concertation pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, pourquoi certaines choses ne marchent pas et que d'autres solutions soient des solutions qui sont prises de manière négociée. Dani Singoma, vous plaidez pour qu'on vous associe justement à l'évaluation de l'état de siège durant tous ces processus. Mais concernant les réformes électorales, catholiques et protestants demandent un consensus. D'ailleurs, il y a eu un cadre d'échange. Aujourd'hui, à ce cadre a été associé la CENI. Bref, on a associé pratiquement toutes les puissances, on peut dire toutes les forces intervenant dans les processus électoraux, même le Parlement à travers le Sénat. Alors, dites-nous concrètement, consensus, comme l'opposition aussi le réclame, autour de quoi? Bon, d'abord, nous regrettons une chose. Notre regret, c'est le fait que souvent, quand on fait ce genre de dialogue, de consensus, on oublie parfois la société civile, alors que la société civile doit être partie prenante dès le départ de toutes ces négociations, de toutes ces tractations. Donc ça, nous en appelons encore à tous ceux qui sont là-dedans. C'est pour cela qu'aujourd'hui... On a besoin de vous quand la case brûle. Parfois, oui. Ou alors, il faut que nous forcions la main. Mais aujourd'hui, nous avons mis en place... nous avons renouvelé notre mission de bons offices pour aller à la rencontre de toutes les parties prenantes, afin de rapprocher les points de vue, de savoir réellement ce qui se passe. Nous avons des informations de couloirs, nous avons des informations de rue, nous avons des rumeurs, mais nous n'avons pas réellement la vraie situation qui dit qu'est-ce qui se passe effectivement. Pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a des semblants de blocages. Nous attendons par la voie des ondes, besoin de consensus, besoin de ceci, mais consensus autour de quoi? Nous voulons savoir. La société civile est très impliquée dans le processus électoral. Nous avons mis en place ce que nous appelons les référentiels de la société civile. Et ces référentiels de la société civile s'est intéressé sur la question de la réforme de la loi sur la CENI, la réforme de la loi électorale. Nous avons nos revendications, nous avons nos propositions, que ce soit des propositions techniques, que ce soit des propositions politiques. Et il faut qu'on nous associe par rapport à cela. Mais nous, pour le moment, nous privilégions
d'écouter, de mettre cette mission des bons offices d'abord pour écouter et pour rapprocher les points de vue et voir ce que ça va produire pour que nous ayons un processus électoral apaisé, consensuel, participatif, tous les mots qu'on peut dire, inclusif, mais qu'on respecte aussi les délais constitutionnels par rapport à l'organisation des élections. La société civile est plurielle. Catholiques et protestants font également partie de la société civile. Alors, on voit que les choses se font de manière disparate. Eux, ils cherchent justement un autre cadre d'échange. La société civile plurielle que vous dirigez, apparemment, n'est pas très associée. Comment vous trouvez ça? Oui, bon, les confessions religieuses sont là. Et veulent vous voler la vedette. Elles ne volent pas la vedette, elles sont une partie de la société civile. Le président de la CENI est ici de la société civile, mais nous voulons quelque chose de plus formel et de plus structuré. Donc, que les choses soient les plus structurées possibles et que ça ne soit pas simplement nous associer derrière quelqu'un, mais qu'il y ait une table de négociation autour de laquelle toutes les parties prenantes sont là. Même nous, en tant que société civile, cadre de concertation de la société civile, nous voulons rééditer les bons offices, aller autour des parties prenantes, comprendre pourquoi les uns ne veulent pas aller directement voter au débat au sein du Parlement et les autres refusent que ces débats ne soient pas à l'extérieur du Parlement. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé cela. Depuis, ça fait 2 ans que nous avons commencé à travailler sur la recherche de ce consensus autour du processus électoral ou des lois électorales, que ce soit la loi sur la CENI ou la loi électorale. Donc pour nous, c'est vraiment important parce que les processus électoraux intéressent tous les citoyens, toutes les forces vives. Il ne s'agit pas simplement d'une question des parlementaires, mais il s'agit d'une question de toute la nation. Est-ce que vous gardez vous gardez en permanence votre cadre de concertation avec la Commission électorale nationale indépendante? Oui, bon, le cadre de concertation avait été mis en berne durant l'ancienne législature, mais maintenant, le président Denis Kadima a montré toute sa bonne volonté de réactiver ce cadre de concertation. Il a réuni les acteurs autour de lui, il leur a parlé et tout, mais l'effectivité n'est pas encore là. Et aussi, la mission réelle de ce cadre de concertation n'est pas encore très bien définie. Pour nous, il ne s'agit pas d'un cadre de concertation pour la sensibilisation électorale uniquement, mais il s'agit d'un cadre de concertation, un dialogue entre la CENI et la société civile pour comprendre des points de blocage, qu'est-ce qui ne marche pas, lui donner nos points de vue et apporter effectivement nos points de vue à la personne attitrée qui est le président de la CENI ou tous les autres membres de la CENI. Il a intérêt à vous écouter, lui, le bureau et toute la plénière. Il est vraiment réceptif, le président de la CENI, mais simplement, il y a du retard dans la mise en œuvre effective de renouveler ce cadre de concertation. Et ça, nous sommes en train de l'encourager à pouvoir le faire le plus urgemment possible. Côté Parlement, les élus, oui, ils sont plus politiques et ils ont déjà leur regard tourné vers 2023. Pas beaucoup, il n'y a pas assez, comment on dit, bon, ils ont le cœur à l'ouvrage, on voit ils sont en train de produire sur le plan législatif. Mais dites-nous concrètement, en dehors de ces élus qui sont plus politiques, est-ce que vous avez des contacts avec les 2 chambres du Parlement et des contacts qui vous permettent d'échanger en toute franchise? Oui, le cadre de concertation... Vous êtes beaucoup plus proche du peuple. Oui, le cadre de concertation par vocation est un lieu de dialogue avec les institutions, que ce soit le Parlement, que ce soit le gouvernement, que ce soit la présidente de la République. Mais il se fait que la société civile, parfois, on la craint, on pense que la société civile n'est qu'un groupe d'agitateurs, mais aussi nous avons connu, lors de la mise en place de la CENI, d'être reçus par le président du Sénat, par le président de l'Assemblée nationale, qui nous ont écoutés, qui ont, même quand le président Bosso a renouvelé son ultimatum et tout ça vis-à-vis des confessions religieuses, c'était à la suite des entretiens que nous avons avec lui. Donc il nous a écoutés et nous pensons que cette fois-ci encore ils vont nous écouter pour apporter, disons, pour d'abord comprendre ce qui se passe et apporter les points de vue des uns et des autres et trouver effectivement un lieu, une sorte d'entente pour que le processus puisse avancer. Parce que pour nous, nous sentons quand même qu'il y a certaines personnes qui traînent les pas ou bien qui font tout
pour que ça n'avance pas. On peut nous dire qu'ils veulent que ça avance alors qu'effectivement, il y a des manigances pour que les choses n'avancent pas. Pour nous, la Commission électorale nationale indépendante, en publiant sa feuille de route au mois de février, a bien dit qu'il y a des contraintes, 8 contraintes majeures, et parmi ces contraintes, il y a toutes les lois, les textes juridiques qui doivent accompagner la Commission électorale indépendante. Donc ça veut dire, si nous n'avons pas aujourd'hui une loi de la CENI, ça nous entraîne effectivement vers des retards et vers ce que peut-être on appelle glissement ou autre chose. Mais nous ne pensons même pas qu'il y a glissement, nous pensons simplement qu'il y a du retard. Merci. Et qu'il ne faut pas qu'il continue à courir derrière ces retards. Il faut qu'actuellement on puisse aplanir les divergences et avancer. Je vous remercie, Dany Banza, la société civile. Dany Singoma. Dany Singoma, c'est un lapsus. Dany Banza, c'est un autre acteur politique qui est également à la cour du chef. Donc, Dany Singoma, coordonnateur national du cadre de concertation de la société civile, qui plaide pour justement un consensus uniquement sur la loi électorale, mais pas au-delà pour commencer à chercher d'autres motifs et reporter les élections ou chercher des postes. Bonsoir, merci d'être venu. Le journal dans moins de 5 minutes sur nos antennes.